Faites entrer. Nous sommes le 14 mars 1992 dans le bureau du commissaire Umberto Sora, au centre de Rome. La soixantaine, proche de la retraite, le commissaire Sora est une des personnalités de la police italienne. On ne le dérange pas pour un oui ou pour un non, et s'il a accepté de recevoir immédiatement ce visiteur, c'est que lui non plus n'est pas n'importe qui. Fabio Mellini est un haut fonctionnaire international. C'est un des responsables de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture qui a son siège à Rome. Or, ce dernier a demandé à lui parler pour une affaire grave et urgente. Fabio Mellini pénètre dans le bureau. Plus jeune que son interlocuteur, il doit avoir aux alentours de 40 ans, mais il est visiblement doué d'une forte autorité. Il prend place, et en homme habitué à ne pas perdre son temps, entre immédiatement dans le vif du sujet. Je viens vous demander d'empêcher un meurtre. Il s'agit du juge Forli. Le commissaire Sora en reste bouche bée. C'est effectivement une affaire grave et urgente. Gianluca Forli, membre de la Cour constitutionnelle, est une des personnes les plus en vue de la magistrature. Il s'est illustré au début de sa carrière contre les brigades rouges et plus récemment contre la mafia. Les médias ont souvent rendu hommage à son intégrité, à son énergie, et lui ont donné un surnom qui en dit long, le juge de fer. Je vous écoute, monsieur Mellini. Qui veut tuer le juge Forli? Le haut fonctionnaire secoue la tête tristement. Personne, monsieur le commissaire, personne. C'est lui qui s'apprête à tuer. C'est lui qu'il faut empêcher de devenir un meurtrier. Le commissaire Umberto Sora, pourtant réputé pour son calme, bondit de son siège en levant les bras au ciel. « Le juge de fer un assassin, mais vous perdez la tête !» Fabio Mellini a toujours le même air triste. Moi non, mais lui oui. Et je ne veux pas que cela arrive. Ce n'est pas tant à cause du scandale, du discrédit jeté sur une de nos institutions, que pour lui. Gianluca est mon ami. Enfin, tout cela n'a aucun sens. Il y a beaucoup de crimes qui n'ont aucun sens. Je vous demande de m'écouter, monsieur le commissaire. Le commissaire Umberto Sora, encore abasourdi mais impressionné par le calme de son interlocuteur, se rassied. Celui-ci parle d'une voix posée. Vous connaissez de Gianluca Forli ce qu'en dit la presse, ses mérites, ses exploits. Mais tout le monde est un homme, même le juge de fer. Connaissez-vous sa vie privée? J'avoue que non. Moi si, et mieux que quiconque. À 39 ans, nous sommes tous les deux ce qu'il est convenu d'appeler des célibataires endurcis. Nous avons mené joyeuse vie, tant dans les boîtes de Rome que dans les réceptions privées. Et puis, il y a un an, tout a changé. Gianluca ne voulait plus m'accompagner. J'ai presque tout de suite su pourquoi. Gianluca et moi, nous nous disons tout. Nous sommes comme des frères. Et Fabio Mellini poursuit son récit. La raison de ce changement est la plus banale et la plus charmante qui soit. 35 ans, 1,70 m, un corps de mannequin, des yeux verts, une magnifique chevelure brune. Amanda Pozzo vient d'être nommée secrétaire personnelle du juge. Et évidemment, le contraste est brutal avec la précédente partie à la retraite. Et comme si cela ne suffisait pas, Amanda Pozzo est aussi douée intellectuellement que physiquement. Docteur en droit de l'université de Rome, elle est compétente, brillante même, et spirituelle, ce qui ne gâte rien. En fait, on ne peut trouver qu'un seul défaut à Amanda, elle est mariée. À un employé du juge d'ailleurs, Gregorio Pozzo, 37 ans, archiviste à la Cour constitutionnelle, et tous deux ont une fille, Graziella, 14 ans. Mais Gianluca Forli ne s'arrête pas à ce détail. Il éprouve un véritable coup de foudre total, absolu, ravageur. Du jour au lendemain, seule Amanda compte dans sa vie. Elle passe avant tout, même avant son travail. Telle est la situation au début de l'année 1991, lorsque Gianluca Forli entreprend discrètement d'abord, puis de manière plus pressante, de faire la cour à sa secrétaire. Et c'est là qu'Amanda entre en jeu. Si elle avait remis son patron à sa place, les choses en seraient restées là. Gianluca en aurait été quitte pour un violent chagrin d'amour, dont malgré tout il se serait guéri. Seulement voilà, lui aussi est un séducteur. Il est aussi un beau garçon.
aussi beau garçon qu'elle est jolie femme. Il a autant d'esprit qu'elle, et il sait admirablement s'y prendre. Et puis, Amanda Pozzo est flattée d'être ainsi courtisée par son chef. Le juge de fer, celui que les journaux et la télévision décrivent comme inflexible, impitoyable, celui qui fait trembler tous les mafieux d'Italie. Il est là, à ses pieds. Le juge de fer, froid comme l'acier, se consume pour elle. Alors elle cède. À la fin 91, elle devient sa maîtresse. Alors les choses ne sont pas faciles parce que le mari Gregorio Pozzo travaille dans le bureau d'en dessous. Mais il se débrouille comme tous les couples illégitimes du monde. Il se rencontre dans un hôtel discret d'une petite rue de Rome. Pendant plusieurs mois, il n'y a pas le moindre nuage. Mais tout change quand il lui demande de l'épouser. Elle n'a pas la moindre hésitation. Pas question, je suis marié. Mais tu divorceras. Je ne peux pas abandonner Gregorio. Il ne m'a rien fait. Enfin, tu ne vas pas me préférer un petit archiviste à un juge, à la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas que la position sociale dans la vie. Et puis le divorce serait prononcé à mes torts, et on me retirerait Graziella. Gianluca Forlì insiste, revient plusieurs fois à la charge. Cela ne fait que détériorer leur rapport. Amanda menace pour la première fois de mettre fin à leur liaison. Gianluca devient irritable, déprimé. C'est alors qu'il parle de meurtre à son ami et confident Fabio Mellini, qui a été au courant de chaque péripétie de son aventure. Si c'est à cause de ce mari qu'elle ne veut pas de moi, je vais le tuer. Le commissaire Umberto Sora, qui avait jusqu'à écouté en silence le récit de Fabio Mellini, intervient avec agacement. Et c'est pour cela que vous êtes venu me voir. Mais des paroles en l'air, comme en ont prononcé des millions d'amoureux jaloux. Le fonctionnaire international ne se départit pas de son calme. Laissez-moi poursuivre, monsieur le commissaire. Cela se passait il y a 15 jours. Et j'ai jugé, moi aussi, qu'il devait s'agir de paroles en l'air. Je n'aurais pas dérangé la police pour si peu. Seulement depuis, il y a eu du nouveau. C'était hier dimanche. Je suis passé à l'improviste à la villa de Gianluca. Derrière la maison, j'ai découvert un trou de 3 mètres de profondeur et de la longueur d'un homme. Je lui ai demandé ce que c'était. Et il m'a répondu d'un air bizarre que c'était pour enterrer une citerne de gaz. Fabio Mellini pousse un soupir. Cette fois, je vous ai tout dit, monsieur le commissaire. Et puis-je vous demander ce que vous comptez faire? Le commissaire se lève et se dirige vers la porte. Il a l'air fermé, hostile. Rien. On ne dérange pas un juge à la Cour constitutionnelle pour des choses aussi vagues. Et il n'y a aucune loi qui interdise d'avoir une citerne à gaz chez soi. Je suis désolé. Fabio Mellini se lève à son tour et salue froidement. J'espère que vous n'aurez rien d'autre à regretter. Maintenant, nul ne pourra empêcher les choses d'aller jusqu'au bout. Et les choses vont effectivement aller jusqu'au bout et très vite même. Depuis 2 semaines, Amanda Pozzo ne vient plus à son bureau. Elle a envoyé un certificat médical à son patron qui n'a rien pu faire, même s'il se doute que c'est en réalité pour le fuir. Et le 30 mars, il en a la brutale confirmation. Sa secrétaire intérimaire lui passe une communication, et c'est elle, c'est Amanda. Je ne reviendrai pas. J'aime trop mon mari pour lui faire de la peine, et je ne veux pas être séparé de Graziella. J'ai demandé ma mutation à Turin. Elle a été acceptée. Adieu. Et elle raccroche. Pour le juge de fer, tout s'écroule. Il connaît suffisamment la jeune femme pour savoir qu'elle ne reviendra pas. Elle a du caractère, autant que lui peut-être. Il était prêt à tout pour Amanda, même à tuer son mari. Mais il sait maintenant que cela ne servirait à rien. À moins que... Il se sent saisi de vertige. Oui, ce crime qu'il avait minutieusement préparé, il va le commettre quand même. Il ne s'agit plus de garder Amanda, mais de se venger de cet homme qu'elle lui a préféré. Il invente un prétexte pour éloigner la secrétaire intérimaire et décroche le téléphone. Mais il n'appelle pas l'extérieur.
Il compose le numéro du bureau en dessous. Mon cher Pozzo, est-ce que je pourrais vous demander un petit service? Bien entendu, comme presque tous les maris trompés, Gregorio Pozzo ne se doute pas de son infortune. Il est rempli de dévotion pour son supérieur, et cet appel le remplit de fierté. Il répond avec empressement « Tout ce que vous voudrez, monsieur le juge. » Il s'agit de cette loi que je prépare pour être soumise au Parlement. Pourriez-vous me trouver quelques textes relatifs au projet? Venez me rejoindre en fin de journée dans ma villa. Avec plaisir, monsieur le juge. À 19h, Gregorio Pozzo arrive avec son dossier sous le bras dans la villa de Gianluca Forlì. Ce dernier l'accueille avec chaleur et l'installe dans son luxueux bureau. Commencez à travailler. Je vais vous chercher quelque chose à boire. Mais ce n'est pas avec des rafraîchissements qu'il revient quelques instants plus tard, c'est avec son revolver. Et tandis que Gregorio Pozzo est penché sur ses papiers, il lui tire une balle dans la nuque. Ensuite, il enferme le corps dans un sac en plastique, le dépose au fond du trou creusé prétendument pour la citerne et rebouche le tout. Puis il prend la voiture du mort, la laisse sur le parking de l'aéroport de Rome et rentre chez lui en taxi. Le lendemain, Amanda Pozzo vient signaler la disparition de son mari. Et c'est maintenant que l'affaire va devenir véritablement extraordinaire. Il se trouve que le disparu, étant domicilié sur son secteur, c'est le commissaire Umberto Sora qui est chargé de l'enquête. Et bien malgré la démarche de Fabio Mellini, il refuse d'orienter ses recherches vers le juge Forlì. Il considère sans doute qu'il est insoupçonnable par définition. Et comme la voiture du disparu a été retrouvée sur le parking de l'aéroport, il conclut qu'il est parti pour l'étranger. Il faut dire qu'il est aidé en cela par l'attitude des témoins. Amanda Pozzo a sans doute deviné la vérité, mais elle a gardé des sentiments pour son ancien amant, et se refuse à causer sa perte. Une fugue amoureuse, c'est possible. Gregorio était distant avec moi ces derniers temps. Une étrangère? Oh non, je ne vois pas, mais sait-on jamais? Quant à Fabio Mellini, ce ne sont pas des doutes qu'il a, c'est une certitude. Gianluca Forlì a tué le mari de sa maîtresse. Mais puisque la police n'a rien fait pour l'éviter, pourquoi irait-il maintenant accabler son ami? Et il se tait. Les semaines passent, et l'affaire aurait pu être classée si le principal intéressé n'y avait mis lui-même un dénouement spectaculaire. Accablé par son acte rongé de remords, Gianluca Forlì est venu trouver lui-même le commissaire Sora et a passé devant lui des aveux complets. Sa position sociale aurait pu lui assurer l'impunité, mais son sens de la justice ne le laissait pas en paix. Le juge de fer était devenu un assassin, mais il était resté quand même un juge. Un 1 300 000 habitants et 2 visages anonymes qui se croisent. C'est un instant complètement fou. Qui est-ce, lui? Sally, 22 ans, bonne présentation, 1m72, pour une soixantaine de kilos, a réussi un examen très difficile. Elle vient de se faire embaucher comme hôtesse-serveuse dans une succursale d'un célèbre pourvoyeur de hamburgers. La scène se passe à Détroit, Michigan, États-Unis. « Hé, j'ai demandé 2 portions de frites et un double hamburger au fromage et aux oignons. Mais 1 minute, monsieur. Comment ça, 1 minute? Vous avez servi 2 clients avant moi. » Sally regarde l'homme de travers, un énervé, un impatient, pourvu de lunettes et d'un... Sally reste un instant le regard fixe, fasciné par cette chose. « Et alors, ça vient? » ?»« Vite, le double hamburger, vite, les 2 portions de frites. »« Et ma bière, mais enfin, vous dormez ou quoi? »« Vite, la bière. » Sally pousse le plateau vers le râleur, sans pouvoir s'empêcher de le regarder comme une bête curieuse. L'homme va s'installer sur un tabouret à quelques mètres du comptoir, et elle le suit toujours du regard. Elle a peur. Combien y a-t-il de probabilités pour qu'un inconnu porte le même grain de beauté sur la tempe droite, tout en haut de la tempe, presque à la pointe des cheveux? C'est déjà rare un grain de beauté à cet endroit-là, rare et gênant. Sally le dissimule sous une frange épaisse de cheveux bouclés. Elle s'est toujours promis
de le faire enlever un jour où les finances lui permettront. Armée d'un chiffon, Sally va nettoyer les tables autour du râleur. Et au bout d'un moment, elle n'y tient plus. Il faut qu'elle engage la conversation avec cet homme. Il risque de ne plus jamais revenir. C'est peut-être un client de passage qu'elle ne reverra plus. Et la question qui la torture demeurera sans réponse. Oh, excusez-moi pour tout à l'heure, j'ai commencé ce matin, j'ai pas encore l'habitude. Je me suis trompé de fil de caisse. L'homme la regarde surpris. Une serveuse qui prend le temps de s'excuser dans ce genre d'établissement où tout le monde commande vite, paye vite et mange vite, c'est bizarre. Ah ouais? Plutôt vulgaire, le monsieur. Mais Sally ne veut pas lâcher l'hameçon. Elle se met à débiter des phrases dans le désordre. Vous travaillez dans le coin? Moi, je suis nouvelle, je viens d'Apata, du côté de Flint. On est presque toujours dans la neige là-bas en hiver. Vous mangez souvent ici? C'est pas mal payé, remarquez. Votre famille est d'ici? Vous me draguez ou quoi? Oh non! Un cri parti du cœur. Sally reste paralysée devant l'homme, son chiffon à la main. Il est assez déplaisant, ce type, et elle ne sait plus quoi faire. Il a au moins le double de son âge, les traits bouffis, des vêtements ordinaires, un jean comme tout le monde, un blouson comme tout le monde, un peu l'air voyou, pas d'alliance. Mais ça ne veut rien dire de nos jours. Évidemment, le plus simple serait de lui dire « J'ai le même grain de beauté que vous. Nous sommes peut-être de la même famille. » Ou peut-être encore plus directement « Pardon, monsieur, mais je voudrais savoir si par hasard, vous ne seriez pas mon père. » Impossible. On ne dit pas bonjour papa à un inconnu. Alors Sally marmonne « Excusez-moi ». Et elle retourne à son bar, derrière les affiches lumineuses du fleuron de la gastronomie américaine. Elle se traite d'idiote. D'abord, elle n'en veut pas pour père de cet homme-là. Il est agressif, pas beau du tout, et il mange comme un gamin mal élevé. Sally est bien élevée, elle. Elle a pris ce travail pour pouvoir continuer à payer ses études, car dans un an, elle aura son diplôme de journaliste. Sally a des parents qui lui ont appris à se débrouiller dans la vie. Son père, Andrew McPherson, et sa mère, Lily, l'ont élevée dans la religion et le respect des autres. À sa majorité, ils lui ont expliqué qu'elle n'était pas leur vraie fille, que sa mère biologique, Marilyn Hicks, âgée de 16 ans, incapable de l'élever, avait choisi l'adoption afin qu'elle ait une vie meilleure. Le choc a été rude, un véritable bouleversement. Sally a voulu retrouver sa mère. Elle a fait une demande à l'administration qui lui a répondu au bout de plusieurs mois que cette mère ne souhaitait pas avoir de contact avec elle. Nouveau choc. La piste s'arrêtait là. Aucun moyen de savoir qui vous a fabriqué, encore moins le père, puisqu'il était déclaré inconnu à l'époque de sa naissance en 1972. Combien y a-t-il de probabilités pour que Sally rencontre son père biologique et inconnu dans un fast-food de Détroit où elle est employée depuis la veille? L'homme vient réclamer du café et dit négligemment « Si ça vous intéresse, je m'occupe des vidanges à la station-service là-bas. Lavage, graissage, vidange. Si vous avez une bagnole, je vous ferai un prix, mon chou. » Depuis qu'elle sait, Sally a imaginé des tas de choses à propos de ce père et de sa mère. De préférence des choses romantiques. Une histoire de famille, une jeune fille contrainte d'abandonner son enfant, un jeune homme qui ignore qu'il est père, la vie qui les sépare. Il est plus réconfortant d'imaginer des parents victimes de circonstances terribles plutôt que d'affronter la dure réalité. Abandonnés, refusés, rejetés, recueillis par pitié. Toute la journée, Sally repense à cet homme inconnu. Impossible, il est trop vieux, trop vilain, trop vulgaire. Sur le moment, l'émotion était si forte, la peur si intense, qu'elle se sentait hypnotisée par lui. Et maintenant, elle le rejette. Non, pas lui, n'importe qui, mais pas ce visage prétentieux, cette voix railleuse et ce langage douteux. Pendant plusieurs jours, Sally lutte contre l'envie d'aller le voir, juste pour annuler définitivement cette hypothèse. Elle pourrait par exemple se débrouiller pour connaître le nom de cet homme, ensuite vérifier son identité. Ce ne sont pas les copains qui manquent à la faculté. L'un d'eux est de la famille du maire. Elle pourrait obtenir l'état civil de l'inconnu. Et puis après, le premier copain mis dans la confidence a posé la bonne question. En admettant que tu saches sa date de naissance, s'il a été marié, ou s'il est encore, s'il a des enfants, où il habite, ça te donnera quoi? Tant que tu ne lui auras pas posé la question, et en admettant qu'il y réponde, ça ne te mène nulle part. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Discrètement, hein? D'accord.
L'homme se nomme Henri Minola. L'adresse indiquée sur son permis de conduire est dans le quartier de Forest Avenue. Il est employé dans un immense garage de voitures d'occasion, comme il y en a des dizaines à Détroit. Date de naissance 1954. Lieu de naissance Flint, Michigan. Sally a un nouveau choc. Flint, la même petite ville. Je suis né à Flint, mais des tas de gens sont nés à Flint. Un même grain de beauté, la même ville d'origine. Combien y a-t-il de probabilités? Sally et son copain confident se prennent au jeu. Après tout, ils sont étudiants en journalisme. Faire une enquête les démange. L'adresse de ce Henri Minola est en dehors de la ville, dans l'immense faubourg de Dearborn qui s'étire à l'ouest. Une concentration de petits immeubles ouvriers. Sally prend son courage à deux mains. Je vais faire du porte-à-porte. Et le plus efficace, c'est le recensement de la population. Je pourrais poser des questions, du genre, combien d'enfants? Avez-vous des personnes âgées? Bénéficiez-vous de l'assistance sociale? Madame Minola? Qu'est-ce que vous voulez? J'achète rien. Henri, viens répondre, c'est pour le recensement. Sally détaille la femme sans âge et peu accueillante, cheveux décolorés, maquillage agressif. Et si c'était sa mère? Elle en tremble. Henri Minola inspecte la visiteuse. Dites donc vous. On se connaît, non? Je ne sais pas, c'est possible. Mais si! Mais c'est vous la fille du fast-food. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous me suivez? Mais non, pas du tout. Je suis étudiant, je travaille, c'est pour le recensement. Écoutez, j'ai rien à vous dire, vu? On n'est pas obligé de vous répondre, alors dehors! Sally ne s'attendait pas à tomber sur lui, et la voilà grillée. Alors autant insister. Je voudrais savoir si vous habitiez Flint en 1972 et si vous connaissiez une femme prénommée Marilyn. Vous êtes flic? Non. L'homme devient mauvais. Il avance sur Sally qui recule effrayée. Pourquoi vous me parlez de Flint? Qui c'est cette Marilyn? Je connais pas de Marilyn. Alors tirez-vous! Sally obéit en vitesse. Elle ne tirera rien de cet individu mal embouché. Et d'ailleurs, elle n'en a plus envie. Le peu qu'elle a aperçu de l'appartement en désordre, les bouteilles de bière qui traînent, l'haleine de ce Minola. Le lendemain, c'est lui qui se présente au restaurant. Écoutez-moi bien, sale petite garce. Si vous cherchez encore à me faire des ennuis, j'ai des copains pour vous corriger. Une bonne petite trempe dans un coin noir, hein? Ça leur plairait de s'amuser un peu avec vous, compris? Essayez encore de me poser des questions sur cette Marilyn et vous serez pas déçus. Cherchez ailleurs, sinon... Puis il s'en va, en se retournant, le regard vraiment menaçant. Cette fois, Sally se décide. Elle court après lui. Il a réagi au nom de sa mère. Il a dit de chercher ailleurs. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Sur le trottoir, au milieu des passants, l'homme se retourne. Et au moment où Sally essoufflée arrive à sa hauteur, il crache. « Tu vas la fermer ?» L'agression est soudaine. Le couteau a jailli dans sa main. Le coup a porté au ventre. Mais il est fou. Pourquoi? Sally a eu la réponse beaucoup plus tard à l'hôpital, lorsqu'elle a dû faire sa déposition à un policier. L'homme arrêté après une course-poursuite, ce Henri Minola, avait en 1972 à Flint, Michigan, écrasé une enfant d'une dizaine d'années et pris la fuite. Des témoins avaient relevé une partie de l'immatriculation et la couleur de sa voiture. Il avait été inquiété et entendu comme témoin, mais toujours nié. Et puis plus de voiture. Introuvable, l'arme du crime. Mais ce Minola craignait une vengeance de la famille de l'enfant, dont la mère se nommait en plus Marilyn. Plus de 20 ans après ce drame, il la craignait toujours, et il avait failli tuer Sally à cause de cela. Sally, une inconnue, ou Sally, sa fille? Un avocat est venu lui poser la question en prison avant le procès où il risquait une peine de 5 à 10 ans de pénitencier. Et il a obtenu cette réponse. « Et si je suis le père, vous négociez une remise de peine pour moi, hein? Si vous acceptez une expertise génétique, on verra. Bon, alors laissez tomber. J'en ai rien à foutre de cette fille, je la connais pas. » Sally n'a plus insisté. L'homme a eu 5 ans de prison pour agression. Le délit de fuite datant de 20 ans, la partie civile représentée par les parents de la victime n'a guère de chance d'aboutir enfin à une condamnation du tueur de leur petite fille.
Combien y a-t-il de probabilités pour qu'un grain de beauté sur la tempe droite? Voyez-vous, Sally s'est sûrement débarrassée de celui-là.